Alors, je vais recommencer cette section par une phrase que vous avez déjà entendue. Si vous étiez avec nous cet été ou si vous avez exploré notre playlist consacrée à l'affaire Epstein, hein, je vous conseille vivement de le faire si ce n'est pas encore le cas et si vous êtes passionné. Et je vois dans le chat que vous êtes passionné par cette enquête-là parce on a vraiment fait des émissions dont je suis extrêmement fier, les enquêtes interdites, l'interview avec Michael Wolff. Vraiment. Donc, si vous étiez avec nous, si vous en souvenez cet été, on vous avait fait, et ça fait partie de ces vidéos, un sujet sur les nouvelles analyses de la seule image des caméras de surveillance pour vous rafraîchir la mémoire. Vous savez que officiellement Jeffrey Epstein s'est suicidé, mais qu'il y a de multiples doutes sur les conditions de sa mort au sein du Metropolitan Correctional Center, quelques jours avant le début de son procès. Donc il n'a jamais été jugé. La fin de sa vie marque la fin de l'instruction et un énorme moment de frustration pour ses victimes, soyons clairs. Peut-être un moment de soulagement pour d'autres personnes, ça c'est aussi clair à mon avis. Et au cœur des doutes sur les circonstances de la mort de Jeffrey Epstein, le fait que la plupart des caméras qui filmaient directement le couloir de sa cellule ne fonctionnaient pas, ou si elles fonctionnaient, n'enregistraient pas ce qui était en train de se passer, et le fait qu'on se retrouve avec une seule caméra du couloir en bas, et que lorsque Pam Bondi et Kash Patel ont rendu public ces images en nous expliquant que c'était pour la première fois la version intégrale non modifiée, les spécialistes, ceux de Wired, mais aussi ceux de CBS News, s'étaient plongés sur le sujet en disant « Non, mais attendez, là, les images ont été ralenties, il manque plusieurs minutes, il y a des séquences en boucle, donc ce qui était soi-disant la version intégrale non touchée. » Il y avait même par moment, je ne sais pas si tu te rappelles la mesure que j'en parle, on devrait un jour se revoir ces émissions en mode commenté. Il y avait la trace de la souris qui apparaissait par moment, et dans les données, ce que des chercheurs avaient découvert, c'était même le nom de la personne qui avait travaillé sur ces vidéos-là. Pas son nom, c'était vraiment une mais en tout cas catastrophe. son identifiant d'accès. Et CBS était allé encore plus loin. Certes, c'était le cœur de l'été, mais on vous avait montré ces images-là. CBS avait identifié un blob qui était une espèce de forme, et en isolant ces images-là, en travaillant sur la qualité, on identifiait ce qui pouvait être une personne habillée en tenue orange, hein, ce fameux orange qu'on va voir beaucoup dans le sujet que l'on va faire là tout de suite, qui était en train de monter en plein milieu de la nuit, donc avec une tenue de prisonnier, qui était en train de monter en direction de la cellule de Jeffrey Epstein. Hein, tu te souviens de cette séquence. Allez voir les vidéos, c'est extrêmement troublant. Et donc, on aurait pu penser que CBS World, à travers un de ses CBS News, à travers un de ses meilleurs journalistes d'enquête, qui s'appelle Scott MacFarlane, dont je vous incite à suivre le compte sur X, avait terminé. Mais en fait, pas du tout. Scott MacFarlane a continué à travailler avec son équipe d'experts, parce que c'était ça qui était extrêmement intéressant, c'est que ils avaient les moyens de recruter pour leur travail des experts, souvent des anciens policiers d'ailleurs, des experts dans la procédure, des experts en photo, des experts en vidéo, des anciens du FBI, et surtout des experts qui tous sont certifiés devant les tribunaux. Hein, ce ne sont pas des petits clowns, c'est vraiment c'est du très
haut niveau. Et dans le cadre de son enquête, Scott MacFarlane a découvert qu'il y a quelques années, le magazine d'enquête 60 Minutes, qui est aussi à CBS, avait eu, il ne raconte pas comment, mais avait eu accès à 90 photos, dont la plupart sont inédites, qui sont les photos officielles du dossier Epstein suite à son suicide. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de photos de cadavres, hein, mais on va voir la chambre de Jeffrey Epstein, la cellule de Jeffrey Epstein, et donc toutes ces photos qui ont servi à l'enquête pour conclure que c'est un suicide. Mais là, donc les photos étaient dans les archives de 60 Minutes, n'avaient pas été utilisées, le dossier n'avait pas été fait, et donc Scott MacFarlane les a repris et les a confiés à ses experts pour savoir, ok, est-ce que que montrent ces photos-là? Est-ce que le travail a été fait correctement? Est-ce que ces photographies nous donnent des informations nouvelles, supplémentaires sur la mort de Jeffrey Epstein? Et on va voir la présentation, ce titre qu'en fait CBS. Et vous allez voir que la réponse à tout ça, c'est que finalement, le problème, c'est que on se retrouve dans une situation où il y a eu, je vais utiliser un mot politiquement correct, plusieurs manquements à l'enquête qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une certitude absolue sur les circonstances de la mort de Jeffrey Epstein. D'abord, en termes de chronologie, parce que, on va voir, c'est toujours dans la présentation, Thomas, regardez cette phrase-là, les conclusions des experts qui parlent de significant lapses, donc de trous chronologiques extrêmement importants. Les enquêteurs qui ne sont pas allés interviewer des témoins clés, et lorsqu'on parle de témoins clés, ce sont des gens qui étaient en contact avec Epstein le jour de sa mort, des gens qui étaient dans les cellules autour de Jeffrey Epstein, ou même des gens qui travaillaient, qui ont découvert le corps. C'est-à-dire que toutes les personnes, pas toutes, mais énormément de personnes clés n'ont pas été interrogées, que beaucoup de preuves n'ont pas été conservées, ou alors n'ont pas été conservées de manière sérieuse, qui fait qu'on ne peut plus les utiliser dans le cadre d'une contre-enquête, dans le cadre d'une affaire, ça ne serait pas accepté, et que certains tests qui étaient basiques, on va parler tout à l'heure de l'ADN, n'ont jamais été faits dans le cadre de cette enquête. Lorsque je vous parlais des témoins, on va commencer par cet aspect-là qui est extrêmement troublant. Les personnes qui ont été interrogées, avant de parler de celles qui ne l'ont pas été, les personnes qui ont été interrogées, et entre autres les deux témoins les plus importants, qui étaient les deux gardiens qui travaillaient la nuit de la mort de Jeffrey Epstein, ils ont été interrogés la première fois après 2 ans, lorsque on s'est rendu compte que il y avait une exigence supplémentaire pour la vérité. Donc, de la part des services de prison de New York, il y a eu un rapport que je vous avais présenté de contre-enquête. Mais dans le cadre de la première enquête menée par le FBI, je vous rappelle quand même qui était le président à cette époque-là. Le président à cette époque-là, c'était Donald J. Trump. C'était Donald Trump, et le patron du département de la justice, c'était Bill Barr, qui a expliqué qu'il allait mettre, vu l'ampleur des questions, tous les moyens possibles pour que cette enquête soit l'enquête la plus poussée de l'histoire de l'agence.
Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'était qu'elle était tellement pas poussée, cette affaire-là, c'est qu'ils n'ont pas fait des choses qu'ils doivent faire systématiquement. Il y a eu des manquements énormes, mais que en plus, pour venir interroger les témoins, les 2 témoins les plus importants, ça a pris 2 ans, avec en plus des garanties que, quoi qu'ils disent, ils ne seraient pas poursuivis. Et ces déclarations, ce sont les seules qui existent. C'était la condition, ok, on répond à ces questions, mais après c'est terminé. Et une de ces personnes lisait cette dernière phrase, parce que voilà, évidemment, il fallait trouver Epstein pour dire qu'il était mort. C'est la seule personne qui a pu voir et expliquer que je l'ai trouvé pendu par Andra. Exactement. Et cette personne n'était pas été formellement interviewée par les gens qui ont conduit cette enquête pendant 2 ans, quasiment. Et vous allez voir, c'est un témoin clé parce que la manière dont les photos qui ont été prises de l'endroit où il a été pendu et son témoignage de cette personne, de ce gardien qui a décroché Jeffrey Epstein, ne correspondent pas à la réalité. Que si la scène s'était produite telle qu'il a raconté, et il est le seul témoin, il a fallu attendre 2 ans, ça veut dire que Jeffrey Epstein était toujours assis sur son lit et que donc qu'il avait un matelas. Tu peux nous montrer la photo? C'est la photo officielle de l'endroit où Jeffrey Epstein se serait pendu. Et vous allez voir le nombre de doutes qu'il y a sur ces photos-là, sur le fait qu'on s'est rendu compte que certaines photos, de manière pudique, ont été mises en scène. On va revenir sur tout ça. On fait une petite pause et on continue. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets. Il y a une vidéo de 14 minutes, c'est ça, sur ces sujets, de ces photos et de ces nouvelles révélations qui est remplie d'étapes troublantes. Mais je suis allé vous récupérer un résumé qui a été fait par CBS News. Donc, on va le voir sur certains aspects. On va regarder cette vidéo et puis on va les traiter un par un. À tout de suite. CBS News has obtained 90 jail cell photos from the day Epstein was found dead, some of which have never before been seen publicly. Scott McFarlane joins us now from Washington with more on this. Scott, what's in the photos? Good morning. Hey, Tony, good morning. The photos were taken by New York's Office of Chief Medical Examiner, and they raise more questions than they answer. Epstein's body was removed before investigators arrived, and Epstein's cell, experts say, should have been treated as a crime scene, and by all appearances, it was not. On the morning of August 10th, 2019, convicted sex offender Jeffrey Epstein was found dead at the Metropolitan Correctional Center in Lower Manhattan. This was the vow of then Attorney General Bill Barr. We will get to the bottom of what happened, and there will be accountability. Epstein's death was quickly ruled a suicide. But an investigation of jail cell photos by CBS News, working with forensic experts, has raised serious questions about the New York Medical Examiner and the FBI's work, including a failure to preserve the scene, log evidence, and run basic forensic tests. There are 90 photos in all, showing a cell strewn with blankets and strips of fabric tied to the bed and window grate. Items moved around, including a mattress, which is seen on the floor in an earlier photo, but appears on the bed in a later one. Looking at the metadata, that second photo appears to have been taken at 11:02 a.m. If that's accurate, the scene had been disturbed hours before FBI investigators arrived. Investigators also found several possible nooses, but did not conclusively identify the one that killed him. What do you make of all these pictures? I make a crime scene gone wrong.
Herman Weisberg is a former NYPD detective turned private investigator. Does it look to you like this was investigated as a suicide or as a murder? To me, this looks like they took it at face value that this was a suicide. While our investigation did not contradict the official determination of suicide, it does raise questions about what was done to rule out the possibility of murder. If you realize that you've got a high-profile person that may or may not have committed suicide, but you need to prove that to people, this is not adequate as far as I'm concerned. We've reached out to the Office of the Chief Medical Examiner, as well as former and current staff involved in the investigation, the FBI and the Department of Justice. All declined to comment, or Tony simply did not respond. Donc, on va, ne vous inquiétez pas si vous avez quelques difficultés à comprendre l'anglais, on va revenir sur les points les plus importants qui ont été mis en avant. Donc, on va revenir dans cette journée du 10 août 2019, lorsqu'à 6h35 le matin, alors qu'on vient lui apporter son petit déjeuner, on découvre Jeffrey Epstein mort dans sa cellule. Il faut mettre en avant le fait que le FBI, nous sommes à New York, le FBI va mettre 7 heures pour arriver sur les lieux. À ce moment-là, et c'est un point le plus important, Thomas, je pense qu'on avait un document à 7 heures, à ce moment-là, ce qui est quand même extrêmement important, c'est que le corps de Jeffrey Epstein n'est plus là. C'est-à-dire que vous avez les enquêteurs du FBI qui vont être en charge de cette enquête, qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette étape essentielle de l'enquête, qui est d'avoir le cadavre sur les lieux. Et pire encore, c'est que non seulement il n'est pas là, mais qu'il n'existe pas dans le dossier une photographie du corps sur place, la manière dont il a été découvert, la rigueur cadavérique du corps, sa position, etc., etc. L'absence de corps sur place fait que lorsque le FBI arrive, il n'y a plus la possibilité d'établir avec certitude le moment de sa mort. C'est terminé. On ne sait plus. Sans parler des questions sur est-ce que, par rapport à la position dans laquelle on découvre Jeffrey Epstein, est-ce qu'il a pu vraiment se suicider? C'est deux points importants qui ne le sont pas. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est cet aspect qui était mis en avant par le petit sujet de CBS News, c'est que les métadonnées des photos, donc les photos ont été prises par les services des prisons à New York, avant que le FBI arrive, démontrent que lorsque même eux arrivent vers les 10 heures, donc avant le FBI et 2h30 après la découverte du corps, le corps n'est plus là. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un accès à la scène du crime, parce que ça soit un suicide ou un assassinat, c'est considéré comme une scène de crime par des enquêteurs. Lorsque ils arrivent, c'est déjà terminé. Et un des points qui est troublant, c'est par exemple la place du matelas. On vous explique que sur certaines photos, le matelas, une fois, est au sol, une autre fois, il est sur le lit, et sur certaines photos, la situation... Il est posé différemment. Vous voyez que... Regardez, je vais agrandir cet angle-là, où on voit de la place entre le matelas, le lit, le bord, le mur, et sur une autre photo, regardez comment il est placé, il n'est plus levé, il est placé comme il faut et rangé dedans. Oui, parce qu'ils ont aussi placé tout un autre matelas dessus. Il y a un autre matelas dessus qui n'est pas là sur les premières photos. Et il est là sur les deuxièmes. Et dans le sujet, ce qui était intéressant, c'est que
et peut-être je saute à ce qui aurait pu être une conclusion, c'est que un des experts, et dans la totalité du sujet, il y en a plusieurs qui est interrogé, dit, en fait, toute cette enquête part du principe, dès le départ, que Jeffrey Epstein s'est suicidé. Hein, c'est une enquête à charge. Dès le début, on se dit, l'enquête, on va l'orienter vers un suicide. Et Thomas, on a des extraits, si tu peux nous les mettre, s'il te plaît, sur cette enquête orientée. Merci. Et donc, ce qui est troublant pour les experts qui ont pu analyser ce dossier, les photos et le dossier d'enquête qui va avec, c'est que il n'y a pas de remise en question de la part des enquêteurs de se poser la question, mais est-ce que ça peut être autre chose? Ce qui devrait être à la base, en sachant qu'une enquête va servir à une procédure après, et que la première question que l'on va poser aux enquêteurs, c'est: est-ce que vous avez considéré que c'était un crime, qu'il ait été assassiné? Et du coup, là, on se dit, non, on a considéré que c'était comme ça. Et la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritable enquête sur la mort de Jeffrey Epstein en se demandant si c'était un meurtre. Et ça, c'est quelque chose qui existe dès le départ. On va regarder maintenant d'autres photos de ce qui s'est passé et qui vont dans le côté troublant, qui sont les photos, vas-y, celle-là. Celle est juste après, excuse-moi. Donc, c'est présenté comme étant j'ai oublié le terme français, défibrillateur, c'est ça, qui est utilisé pour tenter de rendre la vie, de relancer le cœur de Jeffrey Epstein, même si dans le témoignage lorsqu'il a été interrogé 2 ans après, il a expliqué que le corps était froid, etc., etc. Et à côté, ce morceau de drap que l'on devine, on pense être le morceau de drap qui a été utilisé par Jeffrey Epstein pour se pendre. Avant de rentrer dans les détails de là, vous remarquez peut-être deux chariots, 2 pieds de chariot, et vous remarquez un sol qui en fait n'est pas la cellule de Jeffrey Epstein. Non, ça ne correspond pas au sol, il n'y a rien à roulette dans sa chambre, il y a uniquement les lits et une table au sol, et donc ces photos ont été prises autre part. Et elles sont présentées dans le dossier comme étant la cellule... Mais mise au sol, comme si c'était... Comme si c'était trouvé et utilisé là. Vraiment bâclé. Et la réalité, c'est que donc, on vous présente dans cette photo en disant, regardez, c'est le morceau de drap avec lequel Jeffrey Epstein s'est pendu. Mais si vous retournez dans l'enquête officielle qui a été faite en 2023, on va voir la photo pendue, Thomas, vous allez comparer. On vous explique que c'est là qu'on l'a découvert et il s'est pendu avec le morceau qui est accroché là. Si vous comparez ce morceau accroché et celui qui est présenté au sol, c'est pas le même. C'est pas le même. Et la réalité, ce que CBS a découvert, c'est que jamais, à cause de la manière dont cette enquête s'est déroulée, jamais les enquêteurs ont pu déterminer avec quel morceau de tissu, vous avez vu, si on retourne sur la première photo, qui est aussi extrêmement troublante, ce nombre de draps, sur la première dossier, voilà, ce nombre de draps au sol, et je vais vous expliquer pourquoi elle est troublante, c'est qu'on n'a jamais pu déterminer avec quel morceau Jeffrey Epstein s'est pendu. Et pourtant, c'est un point, avant de retourner cette photo, c'est un point crucial de l'autopsie. Parce que pour déterminer si c'est possible qu'il s'est suicidé, vous avez besoin
de savoir quelle était la longueur du morceau utilisé, où était passé le nœud, etc., etc. Et dans le rapport de 2023, on vous explique, sans que ça choque personne, que le morceau mis en avant au moment de l'autopsie en disant c'est avec ce morceau que Jeffrey Epstein s'est pendu, on vous dit ben non, en fait ce n'est pas celui-là. Mais jamais personne va vous dire c'est lequel. Aujourd'hui, en 2025, on ne sait pas avec quoi Jeffrey Epstein s'est pendu. On ne le sait pas. Et ce qui était troublant dans cette première photo, c'est le nombre de draps au sol. Vous pouvez voir le nombre de draps au sol. Vous en avez plusieurs. Alors que dans la réalité, les prisonniers avaient le droit à un seul. Donc il y a différentes possibilités. Pourquoi il y en a autant dans la chambre de Jeffrey Epstein? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une forme de corruption et qu'il en avait acheté aux gardiens? Ce qui est possible, mais pourquoi en aussi grande quantité? Est-ce que c'est ensuite dans cette volonté de stage de ce qui s'est passé, cette mise en scène du lieu, qui est mise en avant de manière pudique par les spécialistes en disant voilà, une fois qu'on a regardé tout ça, les objets qui changent de place d'une photo à l'autre, c'est une scène de crime. Et d'une photo à l'autre, vous avez par exemple la chaussette de Jeffrey Epstein qui une fois est dans le couloir et une fois la même chaussette est dans sa chambre et dans la cellule. Et donc on dit non, tout ça, c'est pour cacher quoi? Cacher des erreurs individuelles ou confirmer cette enquête orientée que tout ça est un suicide. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, on découvre aussi qu'une partie essentielle de l'enquête, qui est la recherche de l'ADN sur les lieux du crime, n'a jamais été fait. C'est ni par les premiers enquêteurs, ni par le FBI, en nous expliquant que cette procédure qui s'appelle ERT, Evidence Response Team, qui doit passer le lieu pour l'ADN et la recherche des empreintes digitales, ne le fera jamais. Ne le fera jamais. Et pour la même raison, le rapport d'autopsie parle échantillons prélevés au niveau des ongles et au niveau de restes d'ongles découverts dans sa cellule et faits autour de la zone où il s'est pendu, mais aussi les mains. Vous savez que les mains, c'est extrêmement important dans une affaire criminelle, dans une enquête criminelle, parce que vous vous défendez avec les mains. C'est souvent sous les ongles et les mains qu'on va retrouver des traces de l'agresseur. Tout ça, ça a disparu. D'après le rapport d'autopsie, ça a été fait, mais ça ne figure pas dans le dossier et la famille d'Epstein n'a jamais reçu ça. Alors, vas-y Thomas, avance dans le dossier ADN. C'est confirmé dans le rapport, dans ce rapport-là, alors que, vous le voyez, c'est expliqué que c'est nécessaire évidemment de le faire sur le cadavre, par exemple, sur les lieux, et après, lorsqu'il arrive en chambre d'autopsie, pour voir si, justement, personne n'a touché le cadavre avant que le médecin légiste l'examine. Et là, donc, vous avez une absence totale de la procédure, alors qu'il y a ce discours de Barr qui explique « Non, mais vous inquiétez pas, c'est l'enquête la plus sérieuse jamais faite. On va mettre 2 ans et des procédures basiques. » J'insiste sur ce fait. Cette procédure basique
de prélever les empreintes digitales, de rechercher les empreintes digitales dans la cellule n'a pas été faite. Des photographies du cadavre, il n'y en a pas. Et il y a aussi cette question des témoins qui n'ont jamais été contactés. Il y a évidemment les pensionnaires de la prison à ce moment-là, les cellules voisines. Il y a également certains employés qui n'ont jamais été contactés, mais aussi toutes les personnes qui étaient en contact avec Jeffrey Epstein dans les heures et les jours qui ont précédé sa mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un avocat qui explique qu'il avait été engagé par Epstein 9 jours avant sa mort et qui explique qu'il a du mal à saisir cette idée de suicide parce que il était décidé, il avait engagé ce cabinet prestigieux en disant ben voilà, on va se battre pour gagner au tribunal. Il y a d'autres questions qui sont relevées dans ce documentaire, comme le transfert le jour même du colocataire de la cellule de Jeffrey Epstein, qui s'appelle Jeffrey Reyes. Jeffrey Reyes, donc, qui a été transféré et donc qui a laissé cette nuit-là, Jeffrey Epstein était seul dans sa cellule. Les photos vont démontrer que ce transfert a été fait dans des conditions tellement étranges que à l'extérieur de la cellule, il y a toujours la photo à l'extérieur des cellules, vous avez la photo des personnes qui sont emprisonnées dans les cellules pour que les gardiens soient certains qu'ils sont toujours là. Et donc, il y a à l'extérieur de la cellule, ça fait partie du dossier, la photo de Jeffrey Epstein et la photo de Reyes. Il y a sa carte de inmate. Une carte de inmate, c'est une sorte de carte d'identité que Reyes aurait dû avoir avec lui. Mais le fait que... Pourquoi ça devient extrêmement troublant ? Lorsque il y a l'équipe de nuit qui vient en place et qu'il voit qu'il y a 2 photos à l'extérieur, il ne se pose pas de question de se dire est-ce que Epstein est en danger ou pas, parce que Epstein était sous surveillance suicide. Et dans les règles surveillance suicide, c'est qu'un prisonnier qui potentiellement peut se suicider ne doit jamais être seul en cellule. C'est-à-dire qu'un gardien qui serait passé devant la cellule de Jeffrey Epstein, se rendant compte qu'il y a une seule personne dans cette cellule-là, donc qui est potentiellement quelqu'un qui peut se suicider, aurait lancé une procédure pour qu'il soit accompagné cette nuit-là. Le fait de passer et de voir qu'il y avait 2 photos, il n'y a pas de doute en se disant bon, c'est bon, il est accompagné cette nuit-là, alors qu'il ne l'est pas. Bah, si je ne me trompe pas, dans un des autres dossiers que l'on avait fait sur cette affaire, on avait vu que les gardes n'avaient pas fait de tour pendant 11 heures. Ils n'étaient pas allés voir parce qu'en plus, Epstein était ce qu'on appelle Suicide Watch, donc qui devait aller faire un tour toutes les demi-heures pour vérifier que tout se passe bien et qu'ils n'étaient pas allés pendant 11 heures ou quelque chose comme ça. Mais un chiffre vraiment où ils avaient raté 20 visites ou quelque chose de cette hauteur-là. Ouais, tous les signes extérieurs sont là pour se dire c'est peut-être une succession de dysfonctionnement, mais la réalité, c'est que tout ce qui aurait pu sonner l'alerte est fait qu'on ne lève pas de doute. La difficulté, c'est que Jeffrey Reyes n'a jamais été interrogé parce qu'il est mort officiellement d'une crise cardiaque d'après sa famille du coronavirus quelque temps après, mais on voit que il est mort en 2020, mais il n'a jamais été interrogé dans le cadre de cette affaire. Les documents
retrouvé sur place des notes de Jeffrey Epstein avec le contact de avec le numéro personnel du beau-frère de Reyes, et le fait qu'on a pu établir que Epstein envoyait de l'argent à Reyes, tout ça n'a pas été, via son beau-frère, n'a pas été enquêté. Évidemment, c'est souvent de l'argent qui est envoyé pour se protéger, mais ça aurait été intéressant d'entendre Reyes, qui a été le dernier colocataire, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec Jeffrey Epstein. C'est fou. Je me souviens, lorsqu'on a fait l'émission, on a regardé la seule caméra de sécurité, et on est passé à travers tous les doutes qu'il y avait juste sur ces images-là. Et encore, c'était limité parce qu'évidemment, il n'y avait qu'un angle. On se disait, bon, ça devient vraiment compliqué de justifier la chose. Là, maintenant, avec toutes ces révélations, comme vous le dites dans le chat, comment ne pas soupçonner autre chose? Ouais, non, ça devient très dur parce que lorsque vous avez des experts qui vous disent, voilà, aux États-Unis, l'expression c'est 101, c'est la base. Hein, donc, dire, voilà, il y a une procédure de base à suivre. C'est Photography 101. Thomas, est-ce que tu peux nous mettre le document, s'il te plaît? Lorsque tous ces éléments de base n'ont pas été mis en jeu, l'expert qui est interrogé, Barrero, explique par exemple que aucun document aucun élément n'a été marqué. Si vous avez vu toutes ces séries américaines, à chaque fois qu'il y a des scènes de crime, il y a des petits cônes à côté avec un numéro qui permet après d'établir. Il explique que lorsqu'on arrive sur un lieu, on fait une vue large, on fait une vue moyenne, on fait une vue rapprochée et on fait une vue très rapprochée. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que vous avez des objets qui changent de place. Alors, est-ce que ça veut dire que Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé et il a été assassiné? On ne sait pas. Il n'y a pas d'élément dans le dossier qui permet de partir dans cette conclusion-là. La conclusion, c'est de se dire, il y a une succession d'échecs qui posent encore plus de questions. Et les questions les plus importantes sont autour de la question du morceau de tissu, du morceau de drap utilisé par Jeffrey Epstein pour se pendre, parce que si c'est celui qui est présenté par la justice américaine, ça veut dire qu'il ne peut pas être autrement que assis sur le matelas. Et s'il est assis sur le matelas, il ne peut pas se pendre. Donc voilà, ça fait partie du mystère Jeffrey Epstein, ça fait partie des nouvelles révélations, et c'est celle que l'on voulait vous présenter aujourd'hui dans cette édition spéciale de La Chute.